Cet après-midi, demain et jusqu'à vendredi, Historiquement Vôtre prend la mer. Semaine spéciale sur Europe 1. Et pour commencer, suivons la lumière. Direction la pointe ouest de la Bretagne, au large du Finistère. Je vous raconte aujourd'hui un monument désormais classé historique, construit en pleine mer, loin de tout, où la véritable histoire du phare d'Armen, l'enfer des enfers. Par quelle prouesse technique ce phare a-t-il été construit ? Quel était le quotidien de ses gardiens au sein de celui, comme d'autres phares en pleine mer, qu'on a surnommé l'enfer ? Avec le développement des nouvelles technologies, quelle est aujourd'hui l'utilité de ce type de phare ? Europe 1, 15h, 16h, Historiquement Vôtre. le récit, Stéphane Bern. Nous sommes le 23 septembre 1859. La corvette, la Sané, sous le commandement du capitaine Camille Arpin, remonte de Toulon à Brest avec 155 hommes d'équipage à son bord. C'est un navire de guerre à vapeur muni aussi de voiles. La météo est mauvaise et l'étroit passage du Raz de Seine, au pied de la pointe orientale de Bretagne, est impraticable, surtout de nuit. Il faut contourner un banc rocheux hérissé de récifs qui prolonge la péninsule bretonne sur 30 km vers l'ouest, la chaussée de Seine. Le capitaine Arpin veille à la passerelle depuis plus de 20 heures. Il connaît tous ces rochers qui affleurent sur la maudite chaussée de Seine. Anne Namouik, Arfot, Yann Argal, le Neurlac. Ces années d'expérience lui commandent de passer très au large, car les vents de sud-ouest rabattent le bateau vers la chaussée et une visibilité exécrable empêche même de distinguer le phare de l'île de Seine. À 4 heures du matin, la Sané finit enfin de contourner la chaussée. C'est alors que l'incroyable survient. Le gouvernail ne répond plus. Impossible de diriger le navire. Porté par les courants, il dérive vers les rochers et talonne violemment dans un craquement terrifiant. Il poursuit son chemin avec une importante voie d'eau. Malgré les pompes, la mer envahit la cale et noie les chaudières. Le capitaine tente de diriger la Sané vers la côte à la voile, mais l'eau alourdit le bateau qui s'enfonce inexorablement. Chaque nouvelle vague menace d'engloutir le navire, devenu incontrôlable. Il n'y a plus rien à faire. Le capitaine ordonne de mettre les chaloupes à la mer pour évacuer. Les hommes exécutent la manœuvre sur un pont balayé en permanence par les vagues qui tentent de les arracher au bateau. La mer veut dévorer ses marins. Mais ceux de la Sané, munis de leurs sacs et de leurs vivres, prennent tous place à bord des embarcations. Aucun homme à la mer. Le capitaine, dernier à bord, se décide enfin à quitter le navire. Plusieurs chaloupes déjà s'éloignent. Avec le jour qui se lève, la brume s'épaissit et le vent se lève. La houle menace de fracasser les embarcations sur les récifs de la chaussée de Seine. Cramponné à l'échelle de coupée de la Sané qui gîte toujours plus et s'enfonce, le capitaine Arpin tient bon, espérant qu'un canot puisse l'approcher. Mais dans les vagues, il risque de se briser sur la coque. Un grain soudain les repousse, puis une déferlante ramène brutalement une chaloupe contre la coque. Les marins saisissent le capitaine par les jambes et le hissent dans l'embarcation. L'équipage est sauf, mais le bateau est perdu. Le naufrage de la Sané est le naufrage de trop. Il faut éclairer la chaussée de Seine. Mais cette lumière va mettre du temps avant de s'allumer. Beaucoup de temps, oui, car vous l'avez compris, la zone est difficile à apprivoiser. À l'extrême ouest du continent européen, le cap Sizun et ses falaises de 70 mètres de haut forment un promontoire rocheux qui s'achève par la pointe du Raz, Beg-ar-Raz en breton. Comme une proue géante qui marque l'extrémité sud de la mer d'Iroise, elle domine le Raz de Seine, un étroit passage entre l'Iroise et l'Atlantique connu pour ses brisants et ses courants violents. Au sud-ouest du Finistère, c'est l'un des sites les plus emblématiques des côtes de Bretagne. Juste au nord se trouve la baie des Trépassés, de sinistre réputation, bien que ce nom légendaire ne vienne que d'une mauvaise traduction du breton. On dit que c'est sur cette plage que les cadavres des naufragés venaient jadis s'échouer. La baie est en effet ouverte plein ouest, face à l'Atlantique, et reçoit tout au long de l'année des vents assez forts, parfois violents. Selon une vieille légende bretonne, durant la nuit de Noël, la baie des Trépassés résonnerait des chants des âmes en peine, ballottées sur le bateau des morts. La pointe du Raz se prolonge à l'ouest,
Depuis l'Antiquité, les marins savent que le passage entre la pointe du Raz et l'île de Sein, qu'on appelle donc le Raz de Sein, est dangereux en raison de ses récifs, en particulier la nuit et quand la visibilité est mauvaise. Mais il y a pire que le Raz de Sein, celle que j'évoquais en ouverture, la chaussée de Sein. C'est une véritable chaîne de montagnes qui s'enfonce dans la mer au-delà de l'île de Sein vers l'Amérique. Ses sommets les plus élevés émergent à peine au-dessus de l'eau. La zone ne se franchit que par très beau temps, dans des conditions favorables de courant, et seulement si on connaît le coin, comme sa poche. Les marins connaissent tous ce dicton, qui voit Sein, voit sa fin. Cette île est habitée par des pêcheurs. Leur vie est difficile, tellement difficile que, depuis le début du XVIIIe siècle, les Sennans, ce sont leurs noms, sont exonérés d'impôts. Louis XIV aurait dit « Vouloir imposer Sein, déjà accablé de tous les impôts de la nature, ce serait vouloir imposer la mer, les tempêtes et les rochers. » Soumis à l'impôt sur le revenu seulement depuis 1949, les Sennans sont toujours exonérés d'imposition foncière. L'île est en effet souvent en proie aux éléments qui se déchaînent. Les terres qui n'émergent que de 1,50 m au-dessus du niveau de la mer ne sont que difficilement cultivables. Seule l'orge parvient à pousser dans ces terres brûlées par le sel. Au XIXe siècle, les hommes sont pêcheurs et les femmes ramassent le varech sur la grève. Elles le portent sur leur tête dans des paniers en osier. On cueille le fucus et les laminaires aussi dont on extrait la soude. De petits navires emmènent les pains de soude à Brest et Châteaulin pour les vendre. Les chimistes en extraient l'iode. Les mauvaises langues disent que pour améliorer leur pauvre quotidien, les Sennans se font parfois pilleurs d'épaves et pire, naufrageurs. On dit même qu'ils allument des feux sur la côte pour tromper les navires et provoquer leur perte. Cette pratique, qui bien sûr est une légende, donna tout de même lieu à une ordonnance de Colbert en août 1681 qui stipule que, je cite, « Ceux qui allumeront la nuit des feux trompeurs sur les grèves de la mer et dans les lieux périlleux pour y attirer et faire perdre les navires seront aussi punis de mort et leur corps attachés à un mât planté au lieu où ils auront fait leur feu. » À dire vrai, du côté de l'île de Sein, il n'est pas nécessaire de tromper les navires. Ils s'échouent très bien tout seuls sur la chaussée. Depuis que le monde est monde, les naufrages y sont monnaie courante et ils sont terriblement meurtriers. La côte est un cimetière. En 1825, une commission est chargée de préparer un rapport concernant l'éclairage général des côtes de France. Elle décide de construire un phare sur la pointe du Raz et un autre sur l'île de Sein. Les premières études pour l'emplacement d'un phare sur l'île de Sein déclenchent presque une révolte. L'implantation d'un phare par l'administration centrale est ressentie comme un diktat par les Sennans. On va planter une tour sur leur île, la défigurer sans même leur demander leur avis. Le phare de 43 mètres de haut sort finalement de terre, ou plutôt de mer, sur l'île de Sein en 1839. Il est en granit rose et fonctionne à l'huile de colza. Il balise les abords de Sein jusqu'à sa destruction durant la Seconde Guerre mondiale. Notez que celui qui se trouve aujourd'hui sur l'île a été construit en béton en 1950. En revanche, à l'époque, toujours rien pour signaler la funeste chaussée de Sein qui prolonge l'île vers l'ouest. Les naufrages se poursuivent et les plaintes s'accumulent sur le bureau du ministre des Travaux publics. Avec le naufrage de la Sanée en septembre 1859, la coupe est pleine. Les ingénieurs des phares sont sommés de trouver une possibilité de construire un phare à l'extrémité de la chaussée de Sein. En avril 1860, l'ingénieur en chef des ponts et chaussées du Finistère est chargé d'établir un phare dit de troisième ordre qui signale l'entrée du port sur le groupe des Pierres Noires à l'entrée de la rade de Brest et un phare de premier ordre près de l'extrémité de la chaussée de Sein, premier ordre puisqu'il sera, lui, en pleine mer. Plusieurs campagnes de prospection sont organisées pour rechercher une roche susceptible de servir d'assise à un phare sur la chaussée. L'objectif est de construire une tour de 45 mètres de haut divisée en plusieurs étages de manière à offrir des magasins de stockage, une cuisine, 3 chambres et une pièce de service pour les gardiens. Le modèle serait celui du phare des Hauts-de-Bréa, construit et allumé le 1er février 1840 sous les ordres de l'ingénieur Léonce Reynaud, nommé ensuite directeur du service des phares. C'est donc lui qui, depuis Paris, doit diriger la commission locale composée d'ingénieurs hydrographes, d'ingénieurs des ponts et chaussées
et d'officier de marine. Voilà pour le versant administratif du phare, mais en réalité, construire un phare en pleine mer, c'est un défi qu'Iliens, marins, pêcheurs et constructeurs devront relever ensemble en maîtrisant les forces indomptables de la nature et de la mer. Hélas, en 1861, les 3 tentatives de débarquement sur la chaussée de Saints se soldent par des échecs. Tous s'accordent alors sur l'emplacement du futur phare, à Armen, la Roche en breton. Elle se trouve à 10 km de l'île, 10 km d'une mer toujours houleuse, pavée de récifs meurtriers. Paul Joly, jeune ingénieur de 24 ans, frais et moulu de l'école des ponts et chaussées, est chargé de préparer le chantier en 1865. Il recrute une équipe composée de Timmer, le syndic de l'île, de 5 pilotes et d'un vieux pêcheur. Il tente de s'approcher d'Armen, mais il échoue à son tour. Devant les difficultés, on envisage un bateau phare comme au large de Saint-Malo et de La Rochelle, mais il faut hélas renoncer. La chaussée de Saints est peu propice à un bon ancrage car un navire ne pourra pas résister longtemps aux violentes secousses de la chaîne de retenue et serait même exposé à sombrer à la première tempête. En août 1866, c'est l'ingénieur hydrographe Alexandre Ploix qui tente de poser pied sur Armen. La situation est si inhabituelle et si désespérée que le directeur du service des phares se déplace en personne à Brest et embarque à bord du Souffleur pour se rendre compte par lui-même de la situation. Ploix n'accoste pas, mais au miracle, Timmer, le syndic des gens de mer de l'île de Saint, parvient lui à poser le pied sur la roche et à prélever un échantillon. On prend cela comme un bon signe. Dans son rapport, l'ingénieur Ploix conclut que l'établissement d'un phare sur Armen est une œuvre excessivement difficile, presque impossible, mais qu'il faut peut-être la tenter, eu égard à l'importance capitale de l'éclairage de la chaussée. La construction d'un phare en mer est un chantier très dangereux. Sur Armen, c'est, comme l'écrit Ploix, quasiment impossible donc. Quand la mer est au plus bas, le rocher d'Armen présente une largeur de 7 à 8 mètres pour une longueur de 12 à 15 mètres. Sa surface est très inégale et le sommet n'émerge que de 1,50 m au-dessus des plus basses mers. Il est très périlleux de s'en approcher car, autour, la mer bouillonne. Elle tient la roche entre ses bras et gronde comme un molosse pour empêcher tout homme d'y poser le pied. Comment dès lors y construire une tour de plus de 40 mètres ? Les ingénieurs des ponts et chaussées, ces gens de la ville, comprennent qu'ils ont besoin de l'aide des Senans, les seuls à connaître ces récifs. Mais les Senans ont déjà le phare de 1839 qu'on leur a imposé, et qui ne sert à rien puisqu'il y a toujours autant de naufrages. Victor Lacroix, le conducteur des travaux, se rend chez les pêcheurs pour louer leurs services. Beaucoup n'y croient pas. Ce phare, c'est un défi, c'est une folie. Mais les ponts et chaussées vont payer, bien payer même, et ils promettent de réparer les digues pour que la mer ne submerge pas encore et encore les Iliens à chaque tempête. Alors, les Senans acceptent de participer à ce projet complètement fou. Les ingénieurs mettent un point d'honneur à être les premiers à poser le pied sur les rochers choisis pour l'érection d'un phare. La palme revient à Paul Joly, l'ingénieur chargé de la construction d'Armen. À partir du printemps 1867, Joly embarque quasi quotidiennement. Il ne parvient pas à aborder Armen, mais, papier et crayon en main, il la dessine sous tous les angles d'approche. Il fait des plans malgré les bourrasques et les déferlantes d'une mer qui veulent en empêcher. Elle malmène tant qu'elle peut le vapeur de l'administration pour faire capoter la mission. Ce Joly quand même, il a du courage pour un homme de la ville. Le 16 mai 1867, à 7 heures, Lacroix, responsable du chantier, et l'ingénieur Joly quittent l'île de Saint pour Armen. Le pilote et les marins vont tous rater la messe de Pentecôte, mais on dirait que le bon Dieu ne leur en veut pas. Pour la première fois depuis des semaines, la mer est plutôt calme, la houle lisse. Paul Joly braque sa longue vue sur la roche. Comme d'habitude, les flots la couvrent et la découvrent, comme incapable de s'en éloigner tout à fait. L'eau glaciale et menaçante s'agite. Homme, vous ne poserez pas les pieds sur Armen. Mais l'ingénieur décide de tenter l'abordage. Depuis que la campagne de travaux a commencé, il n'a jamais eu meilleur temps. Il commande une chaloupe. 2 rameurs, Joly et Lacroix, embarquent et s'approchent de la zone tourbillonnante autour d'Armen. À quelques mètres, les hommes cessent de ramer. Tous regardent la roche inaccessible. Ils voient que depuis plusieurs secondes, plus une vague ne la recouvre.
Lacroix sort sa montre et chronomètre. 1 minute, 2 minutes, sans que la mer ne reprenne possession de son précieux rocher. Joly décide d'accoster. Il ôte ses bottes et enfile des espadrilles. Les rameurs, qui ont tant médit sur les marins de la ville, plongent les avirons dans l'eau et souquent ferme en direction d'Armen, plus près, encore plus près. Le canot s'approche du bord escarpé sans qu'un remous ne l'en empêche. Un marin parvient à piquer une gaffe, sorte de longue tige au bout recourbé pour pouvoir s'accrocher dans une petite fissure. Les hommes sont maintenant si près qu'ils peuvent compter les patelles collées à la roche. Joly s'agrippe à la gaffe. Un remous fait reculer le canot, mais Joly ne veut pas lâcher. Encore une vague qui vient éclabousser l'obstiné ingénieur qui tire pour rapprocher le canot de la roche. La frêle embarcation ballottée par la houle frôle la pierre. Joly lâche la gaffe et pose les 2 mains sur la roche. Oui, les 2 mains. Tous s'attendent à ce que cette offense soit punie d'une vague, mais voilà qu'à la seule force de ses bras, l'ingénieur se hisse sur la pierre mouillée et y pose ses 2 pieds chaussés de cordes. Paul Joly, ingénieur des ponts et chaussées, est debout sur l'inaccessible Armen. Depuis le canot qui a dû s'éloigner pour ne pas frotter, les hommes poussent des hurrahs admiratifs. Vite, il s'approche à nouveau pour permettre à Lacroix de monter lui aussi sur la roche, enfin dompté. Refusant la main tendue de Joly, le conducteur de travaux se hisse à son tour. Les voilà tous 2 sur la pierre. De la roche du gneiss qui va leur permettre de construire leur tour de lumière pour éclairer la chaussée de Saint et sauver la vie de milliers d'hommes. En ce jour de Pentecôte, les hommes parviennent à passer 15 minutes sur Armen. Le chantier a commencé. Ils renouvellent l'exploit le 7 juillet pendant 45 minutes. Au total, pour l'année 1867, 8 heures ont permis de percer 15 trous de 30 à 40 cm qui recevront pour la plupart les goujons en fer nécessaires aux fondations de la tour pour fixer les premières assises de maçonnerie à la roche. Les ouvriers sont chaussés d'espadrilles qui leur permettent de ne pas glisser et portent des brassières de sauvetage en liège qui les maintiennent à la surface quand ils tombent à la mer, ce qui arrive évidemment. L'année suivante, l'ardeur au travail augmente avec les primes allouées par l'administration. La saison plus clémente permet 16 accostages pour 18 heures de temps passé sur la roche. 18 heures de travail pour toute l'année, oui. Le chantier va être long, très long. La construction, à proprement dite, ne commence qu'en 1869 sous la houlette de l'ingénieur Alfred Cahen. On dispose les premières pierres qu'on scelle au ciment employé pur pour activer la prise et gâcher sur place à l'eau de mer. La campagne de 1869 permet 24 accostages, 44 heures passées sur la roche et la construction de 25 mètres cubes de maçonnerie. C'est une formidable victoire, mais en haut lieu, on ne voit pas les choses de la même façon. Au regard des sommes dépensées, le résultat est très décevant. Jamais aucune construction de ce genre n'a coûté aussi cher. Mais pour Léonce Reynaud, directeur des ponts et chaussées, il n'est pas question d'abandonner. Ce phare d'Armen doit couronner sa carrière. Ingénieurs et conducteurs de travaux se succèdent et la tour s'élève. Non sans déconvenue. En 1879, 10 ans après le début des travaux de maçonnerie, on constate que tous les joints des assises inférieures du phare se creusent profondément et menacent l'ensemble de l'édifice. Les ouvriers doivent donc consolider les soubassements tout en poursuivant l'élévation de la tour. Le temps est exécrable. Léonce Reynaud, concepteur du phare, meurt le 14 février 1880. Il ne verra, hélas, jamais le phare en exercice. Il est allumé pour la première fois le 18 février 1881. Un signal blanc à 3 éclats toutes les 20 secondes illumine désormais la chaussée de Saint. Sa portée de 21 000, soit près de 39 km. C'est une victoire. La construction la plus périlleuse et la plus prestigieuse menée par le service des phares n'a occasionné ni mort d'homme, ni blessure grave, en tout cas jusque-là, car malheureusement le 24 juin 1881, une lame s'abat sur le canot de l'équipe de maçons qui s'approche de la tour afin de réaliser les derniers aménagements intérieurs. 2 hommes tombent à la mer et l'un d'eux se noie. Au-delà de ce triste accident, le phare d'Armen n'a pas usurpé son surnom. Les gardiens appellent Paradis un phare côtier, Purgatoire un phare situé sur une île proche de la côte, et Enfer un phare en pleine mer. Pour eux, Armen, c'est l'enfer des enfers. Et comme pour l'enfer, dans le phare, il faut bien un gardien. Le plus célèbre maître des lieux se nomme Jean-Pierre Abraham.
À la toute fin des années 1950, alors qu'il navigue pour son service militaire, le jeune étudiant aperçoit une chandelle blanche et noire qui émerge. C'est bien le phare d'Armen. Il décide aussitôt d'en devenir le gardien. Les phares et balises recherchent des hommes capables de supporter la solitude et une vie plus spartiate encore que celle d'un moine. S'éloigner du monde. C'est exactement ce que recherche Abraham. Dans son livre Armen, publié en 1967, il raconte son quotidien de gardien. L'équipe compte 3 membres par roulement, 2 en service pour 20 jours et 1 au repos sur l'île de Sein pour 10 jours. Il y a en permanence 2 gardiens pour que l'un vienne au secours de l'autre en cas de besoin, ce qui n'a hélas pas empêché des accidents. Par le passé, le 15 janvier 1921 précisément, le gardien-chef Sébastien Plouzenec est emporté par une lame sans que son collègue ne puisse rien pour lui. Les relèves ont lieu tous les 15 jours quand la météo le permet, mais en 1922, il est arrivé que les gardiens restent dans le phare 90 jours de suite. Car le ravitaillement et la relève sont impossibles en cas de tempête, les conditions étant trop dangereuses pour les marins à bord d'un petit bateau de ravitaillement. Pendant plusieurs décennies, la relève d'Armen est assurée par le Véleda, commandé par Henri Le Gall. La Véleda ne peut pas accoster et doit se rapprocher le plus possible de la roche sans la toucher. Les gardiens lancent à l'équipage un filin, le cartahus. Le passager se capelle, c'est-à-dire qu'il s'assure d'une ceinture de sauvetage, puis il s'installe à califourchon sur une sorte de gros ballon qui glisse le long du cartahus et s'élève au-dessus des flots grâce à un treuil manipulé par les 2 gardiens installés sur la plateforme au pied de la tour. Vertige garanti. Inlassablement, les gardiens allument et éteignent la lumière du phare. 24 heures sur 24, ils se relayent pour assurer les quarts. Quand la brume s'installe, ils déclenchent la puissante corne de brume qui signale la chaussée et leur crève les tympans. C'est un rude métier qui demande dévouement et précision. La dernière relève d'Armen a eu lieu le 10 avril 1990, date à laquelle le phare a été automatisé. Depuis, avec les nouvelles technologies, notamment le GPS, ces vigies qui défient les tempêtes ont perdu de leur utilité. En 2022, Armen a été l'objet d'un important chantier de rénovation car le mythique phare noir et blanc fait partie de notre patrimoine maritime et est désormais classé monument historique. S'il veille toujours sur les marins qui prennent soin de passer au large, plus personne, en revanche, ne veille réellement sur lui. Boulanger. Hé chérie, si on faisait Noël autrement cette année? Genre, sans tes parents? Ah non, pas du tout, non. Non, je pensais plutôt à des produits reconditionnés, du fabriqué en France, quoi. Oh, je blaguais. Eh ben dis donc, c'est drôle, hein. Avec Boulanger, vivez un Noël autrement et faites autrement plaisir à vos proches. Avec les dernières technologies, du fabriqué en France, du reconditionné et des prix magiques. Et pour vous éviter la course au cadeau, nos magasins vous accueillent le dimanche. Boulanger, si bien ensemble. Jusqu'au 26 décembre. Conditions et liste des magasins ouverts, boulanger.com. Europe 1, historiquement vôtre. Dominique Lebrun, merci d'être toujours avec nous sur Europe 1. Que représente le phare d'Armen pour les Bretons, pour les Finistériens, devrais-je même dire, dont vous faites partie? Eh bien, on va dire d'abord que c'est le mystère absolu, parce que déjà l'île de Sein, c'est bien mystérieux, mais ce phare qui est encore plus loin et qui est invisible depuis la Terre, il faut embarquer pour le voir, on ne le voit pas, donc c'est l'inconnu absolu. Pour le navigateur, en revanche, le navigateur d'avant l'époque du GPS, c'était une bénédiction. Parce qu'en fait, vous arrivez depuis le grand large, que ce soit l'Espagne, que ce soit l'Amérique même, vous avez tout d'un coup, loin, devant la péninsule bretonne, ce phare qui vous dit où vous êtes et vous évite de vous mettre sur les pavés dont vous avez abondamment parlé. La Bretagne compte, on les a tous comptés, 51 phares. Qu'est-ce qui fait la singularité d'Armen, Dominique Lebrun? D'abord, son isolement. C'est pas le phare le plus éloigné des côtes françaises. Le plus éloigné, ce sont les Roches d'Ouvre, qui est du côté des îles anglo-normandes. C'est le plus difficile d'accès. Et puis, c'est un véritable cierge qui est planté dans la mer. Vous avez bien raconté le temps qu'il a fallu pour le construire, c'est-à-dire le temps qu'il a fallu patienter de grande marée en grande marée pour avoir une chance de pouvoir débarquer et puis petit à petit le faire monter. C'est ça, sa spécificité. Vous avez consacré un ouvrage à la place des phares dans la littérature bretonne. Ça s'appelle Le roman des phares aux éditions Omnibus.
Dans quelle mesure les phares ont-ils toujours inspiré les écrivains? Dans une très très large mesure. Et dès la construction, je vais vous signer dans les contes d'Alphonse Daudet, on a le gardien du phare des Sanguinaires. On a plus étonnant, dans la littérature naturaliste, on a Rachilde, La Tour d'Amour, qui est une épouvantable histoire de nécrophilie et qui a pour théâtre Armen. On a ensuite les livres reportages, on a Louis Lecoeuf qui va raconter l'histoire des phares, on a des romans avec Henri Kefelec, le père de Yann, on a enfin Armen, donc le récit mythique du gardien de phare. Donc on a une littérature constante. J'oubliais Jules Verne, Mm. Le phare du bout du monde, sur l'île des États, au sud de l'Amérique. Donc ça a inspiré tout type de littérature. Et aujourd'hui, la bande dessinée. La Bretagne est une terre de légende. J'imagine que les phares n'y échappent pas. Bien, oui et non, puisque les phares sont nés quand même à l'époque de la révolution industrielle, donc la notion de légende est un peu passée. Et pourtant, on a un phare qui s'appelle Thévenec, dans la région de l'île de Saint aussi, et qui, lui, est reconnu officiellement par l'administration comme hanté. Ceci dans les années 1900. Parce que, pour des raisons que l'on ignore pendant longtemps, des tas de phénomènes paranormaux s'y développent, peut-on dire, et on a des malheurs insensés qui tombent sur les gardiens. Des accidents, des maladies, on n'a jamais compris ce qui se passait. On sait aujourd'hui, en revanche, qu'il y a une faille dans la roche sous le phare qui crée des mouvements d'air et des bruits étranges qui ont été pris par les gardiens. Comme certains entendaient en breton le phare qui leur disait « rentre chez toi ». C'est pas rien quand même. Ça Oui. vous encourage pas à rester. Et ça peut déclencher par effet psychosomatique, effectivement, Oui, des accidents. Des accidents, absolument. J'ai raconté la construction d'Armen, une œuvre titanesque qui s'est étalée sur 14 ans et a été décidée à la suite d'un énième naufrage dans la chaussée de Saint. En pleine révolution industrielle, quels sont les différents enjeux de la mise en place des phares d'Armen? Eh bien, vous avez beaucoup évoqué la question de sécurité des naufrages, mais avec la révolution industrielle et la navigation à vapeur, les navires n'ont plus les contingences qu'avaient les voiliers et donc peuvent naviguer beaucoup plus vite. Alors, première chose, comme ils vont vite, il faut qu'il y ait beaucoup de phares pour qu'ils puissent se repérer en permanence au fur et à mesure de leur déplacement, mais ça va plus loin que ça. Il n'est plus question pour un navire d'attendre que le jour se lève pour approcher d'un port. Il faut prendre la route directe le plus vite possible. C'est la logique américaine de l'époque, time is money, le temps c'est de l'argent, qui joue d'abord, et c'est la raison pour laquelle on multiplie les phares. Dominique, intéressons-nous davantage à la vie des gardiens de phare. C'est vrai que c'est fascinant. Comment s'organise leur quotidien dans un phare en pleine mer? Un enfer, comme on l'appelle, celui d'Armen, puisqu'il n'y a pas de lien avec la côte. Donc on est loin de tout, on n'est même pas sur une île. Il y a plus que ça, il y a que on vit sur un territoire vertical. C'est-à-dire qu'à l'horizontale, vous avez des pièces qui sont plus petites que le studio qui est ici. C'est-à-dire la cuisine, c'est une kitchenette de studio parisien, pratiquement. J'exagère. Ça veut dire que donc, on vit dans un escalier dans des toutes petites pièces. Premier point. En revanche, quand on est dans la lanterne, on est dans le ciel. C'est-à-dire la vue porte absolument à l'infini. Le quotidien, il est à la fois technique, c'est-à-dire allumer le feu et l'éteindre. Alors l'allumer, c'est une opération éminemment complexe parce que ces phares fonctionnent à la vapeur de pétrole. Au début, c'était l'huile de colza, ensuite, c'était la vapeur de pétrole. Donc, il faut pomper, il faut préchauffer toutes les installations, atteindre une température extrêmement précise. Et à ce moment-là, laisser la vapeur de pétrole imbiber une espèce d'ampoule d'amiante, l'allumer à la bonne température et à ce moment-là, déclencher la grande lumière du phare, qui est très impressionnante. Si on rate son coup, ça fait une explosion, tout devient noir et le phare ne s'allumera pas. C'est donc une opération qui, tous les jours, est extrêmement délicate et demande un très très long entraînement, évidemment. Et en plus, tout ça est très mauvais pour la santé, j'imagine. D'autant plus que il se trouve que le phare, la lumière du phare tourne sur un bain de mercure, puisque c'est la seule façon d'avoir un frein, de ne pas avoir de frein à la rotation, et donc il dit mercure, dit évidemment émanation. Cela dit, je ne crois pas qu'on ait eu de gardien très, très intoxiqué, sauf si c'est sur la Jument, quand le bain avait débordé une fois, oui, c'est arrivé. Essayons de nous imaginer un instant dans un phare au milieu d'éléments déchaînés. Qu'est-ce qu'on ressent en pleine tempête? Jean-Pierre Abraham, l'un des gardiens d'Armen, a fait le récit de son expérience dans un livre, donc Armen, paru pour la première fois en 1967. Que raconte-t-il de plus fou pour vous? Ce qu'il raconte de plus fou, c'est ce à quoi on ne penserait pas, c'est que donc un jour, la mer a réussi à forcer la porte d'accès au phare en bas, et donc les vagues montent dans le phare par les escaliers. Et
Quand la mer monte dans les escaliers, l'air qui est contenu par le phare se comprime, avec un risque à ce moment-là que les fenêtres explosent. Ce qui fait qu'en pleine en pleine tempête, la seule solution est d'ouvrir les fenêtres de façon à éviter que le phare explose. Donc, on est dans le paradoxe le plus complet, c'est-à-dire qu'on ouvre en grand pour sauver le phare. Et puis, il y a toujours ce miracle. Comment se fait-il que d'année en année, d'hiver en hiver, la tour résiste toujours aux vagues? Tout le monde se dit, enfin, je parle des gardiens, un jour, ça va peut-être tomber quand même. Ce n'est pas tombé. En 1962, les équipes des coulisses de l'exploit, émission diffusée sur la première chaîne de l'ORTF, étaient venues filmer le quotidien d'Abraham à Armen. Si je suis venu là, c'est aussi par rapport aux gens, parce que je ne suis pas venu en aigri du tout. Au contraire, c'est parce que j'aime la vie, c'est parce que j'ai refusé d'être déçu par la vie que je suis venu là. Comprenez-vous? Si bien que je crois que je vois les gens sous une meilleure perspective maintenant, il me semble. Il me semble que leur côté décevant, leur côté médiocre, minable, au fond, c'est pas tellement important, quoi. Tandis que la petite part qu'on se trouve quelquefois, la petite part incassable des gens, ça, c'est vraiment la part réelle chez eux, c'est celle qui compte. Et en prenant un peu de recul ici, je crois que c'est ça que je vois. Dominique Lebrun, vous avez rencontré Jean-Pierre Abraham. Quel caractère faut-il avoir pour supporter un quotidien dans de telles conditions de vie? Bien, la vie de gardien de phare, c'est une vie de couple, en fait, parce qu'on vit l'un avec l'autre en permanence. J'ai connu Jean-Pierre Abraham, j'avais connu Jean-François Jouas-Poutrel, qui était le tout dernier gardien de phare. Il faut une capacité extraordinaire à tolérer l'autre, puisque le moindre défaut, au bout de quelques jours, quelques semaines, s'exacerbe, excusez-moi, et à ce moment-là, tout devient possible. Donc, il faut une tolérance exceptionnelle. Donc, les gardiens de phare sont obligatoirement des gens qui, humainement, ont une richesse qui, quelquefois, est très intégrée, très interne, intravertie. Mais c'est absolument nécessaire. Ce sont donc des gens, a priori, pour ceux que j'ai connus, enfin, les deux que j'ai connus, tout à fait adorables. Aujourd'hui, les phares sont automatisés. Il n'y a plus de gardiens de phare. Il n'y a plus. Qui était le dernier en Bretagne? C'était en 2003 et c'était en janvier. C'était le phare de Quéréon, le 29 janvier 2004. C'est-à-dire qu'on va bientôt fêter les 20 ans du dernier gardien de phare en mer, hein, s'entend bien, parce qu'ensuite, pendant plusieurs années, à terre, on a laissé des gardiens qui étaient en carrière finir leur carrière jusqu'à prendre leur retraite. L'administration des phares et balises s'est montrée très humaine de ce côté-là. Depuis que les phares sont automatisés, plus personne n'y pénètre. Comment les entretenir, sauvegarder ces monuments de notre patrimoine et qui font partie aussi de l'histoire maritime de la France? C'est tout le problème, c'est que c'est comme une maison de campagne. Hein. Si vous n'y retournez pas dans l'hiver, quand vous la retrouvez à la belle saison, elle est pourrie d'humidité. Alors un phare, n'en parlons pas. Donc il n'y a pas de solution. J'ai eu l'occasion de débarquer à la Jument un été pour une émission d'entretien. C'est terrible. On voit que l'humidité attaque de partout. Même si on entretient tout ce que l'on peut chaque fois que l'on passe, qu'on essaie d'aérer de tout ce que l'on veut, ça ne tient pas, il faut du monde. Ça, c'est clair. Et ça, ce n'est pas une solution, puisqu'on ne peut pas. Est-ce qu'on ne peut pas dire d'une certaine manière qu'avec le développement des nouvelles technologies, les phares en pleine mer n'ont plus vraiment d'utilité? Eh bien, c'est un discours qui a tendance à se développer, qui est très dangereux. Les navigateurs se souviennent tous d'une époque où le GPS était volontairement imprécis. Parce que ce que l'on ignore en France, c'est que le GPS, c'est l'armée américaine qui le détient. En Europe, on a le système Galileo, mais avec 26 satellites, on ne fait pas grand-chose. Donc, on avait une époque où on savait que le GPS nous donnait une position relativement précise, à quelques centaines de mètres près. Pour la navigation large, ça suffit. Quand on arrive sur la côte, là, en revanche, si on n'a pas le visuel, on ne peut rien faire. Donc, dire le GPS va remplacer le phare, c'est extrêmement dangereux. Le jour où on aura un conflit mondial ou quelque chose de ce genre sérieux et que l'armée américaine, pour des raisons stratégiques, voudra réduire l'efficacité du GPS pour des raisons tactiques, on va dire, que ferons-nous? Certes, Galiléo se développe, mais ce n'est pas suffisant. Et puis, la technologie dans l'absolu, rappelons que sur les navires militaires, la carte papier reste obligatoire, même si on utilise toute l'informatique possible et imaginable. Merci beaucoup, Dominique Lebrun, de nous avoir accompagnés cet après-midi dans Historiquement Vôtre pour retracer la véritable histoire du mythique phare d'Armen. Et je rappelle que votre livre Vauban, l'inventeur de la France moderne, vient d'être réédité, augmenté, enrichi, comme on dit,
par la librairie Vuibert. Et je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Historiquement vôtre sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr.